Northrop F-17 contre General Dynamics F-16, Northrop perdant. Northrop F-23 contre Lockheed Martin F-22, Northrop perdant. Northrop A9 contre Fairchild A10, Northrop perdant. Et c'est ce dossier-là que nous allons examiner dans cette vidéo. Le programme AX a été créé après la guerre du Vietnam afin de trouver un successeur au A1 Skyraider. Le programme se termina par la sélection du célèbre A10 Thunderbolt II, aussi surnommé Warthog, c'est-à-dire phacochère, toujours en service 50 ans après son premier vol. À l'origine, il était en concurrence avec un autre avion pratiquement oublié, le A9A, ou plus exactement le YA9A, puisqu'il est resté au stade de prototype, dont 2 exemplaires furent construits et qui existent toujours. Le premier prototype est sur la base d'Edwards en Californie, dans la zone de stockage du Air Force Test Flight Museum, mais il n'est pas très présentable puisqu'il est démonté. Le second prototype est ici à Riverside en Californie aussi, au Marshfield Air Museum. Alors qu'est-ce qui différencie ces deux avions conçus spécifiquement pour le soutien rapproché des troupes au sol et la destruction des chars? Les deux concurrents ont quasiment les mêmes dimensions en longueur et envergure, soit environ 17 mètres par 17 mètres. La géométrie des ailes est aussi similaire. 2 grandes ailes droites assurant une grande maniabilité aux basses vitesses et l'emport de nombreuses charges externes. Mais il y a aussi de nombreuses différences. La silhouette du A10 est fortement marquée par la disposition très particulière des réacteurs, unique parmi les avions de combat. Leur position très en arrière et séparée par le fuselage était pensée pour minimiser le risque que les 2 réacteurs soient endommagés simultanément par les tirs venant du sol. Il s'agit de turbofans General Electric TF-34, les mêmes que sur les avions S-3 Viking. La poussée unitaire est d'environ 4 tonnes, autorisant une vitesse maximale de 706 km/h. Mais pour les missions de ce type d'avion, ce n'est pas la performance en vitesse qui compte, au contraire, c'est plutôt la souplesse à basse vitesse, ce que permet l'usage d'un turbofan. Cette position haute réduit également le risque d'ingestion de débris en cas d'utilisation de pistes sommaires par exemple. Du côté du A9, la position des réacteurs est assez classique puisqu'ils sont placés entre les ailes et le fuselage. Il s'agit de turbofans Lyncoming YF-102, moins puissants que ceux du A10 puisqu'ils développent environ 3 tonnes de poussée, tout en permettant une vitesse de 722 km/h. Ce choix de format et positionnement des réacteurs ne présente pas les mêmes atouts que l'A10. Les énormes entrées d'air en forme d'oreilles d'éléphant et leur position assez basse en raison d'un train d'atterrissage très court posent un problème évident sur piste sommaire. D'autre part, si on regarde du côté de l'empennage, l'A10 est doté d'une double dérive dont le plan horizontal se situe sous le niveau des réacteurs. L'ensemble masque au moins en partie les émissions infrarouges des réacteurs, mais aussi la ligne de visier avec des armes légères. Comme on le voit ici, depuis l'arrière et en dessous, les réacteurs ne sont pas visibles. Au contraire, sur l'A9, les réacteurs sont directement exposés et vulnérables au moins aux tirs venant du dessous. Son empennage vertical était énorme et représentait une belle cible, alors que le double empennage vertical du A10, là aussi, permettait une meilleure survivabilité si une des 2 dérives était atteinte. Une des particularités du A9 est qu'il pouvait voler de côté, en crabe en quelque sorte. Cette possibilité, appelée plus sérieusement Side Force Control, permettait de garder l'axe de l'avion dans une direction alors que sa trajectoire dérivait à droite ou à gauche, et ce sans que l'avion ne s'incline comme dans un virage, à plat donc. C'était une manœuvre rendue possible grâce à l'usage asymétrique des aérofreins et ailerons et du gouvernail. La fonctionnalité était automatiquement engagée ou désactivée simplement par un interrupteur sur la console gauche du cockpit. Le manche disposait aussi d'un interrupteur pour désengager rapidement le dispositif et reprendre le contrôle normal des commandes. Malheureusement pour l'A9, cet argument n'a pas fait la différence. Évidemment, quand on parle du A10, on ne peut éviter d'évoquer son canon rotatif, le GAU-8 Avenger de 30 mm, qui est la bête noire des chars. Il peut tirer 65 coups à la seconde grâce à la rotation de ses 7 tubes pendant 17 secondes maximum.
La force de recul est à peu près équivalente à la poussée d'un de ses réacteurs, ce qui lui fait perdre quelques km/h pendant un tir. À l'époque de la compétition entre la 9 et la 10, le canon Avenger n'était pas encore disponible. Les prototypes furent alors équipés de deux canons M61 Vulcan de 20 mm seulement. Le canon est bien visible sur la 10, mais où se situe-t-il sur la 9 ? Extérieurement, on ne voit rien, et ce qui dépasse du nez est un tube pitot. Si le canon Avenger avait été installé, il aurait été positionné comme ceci, et aurait débouché sous le nez. Mais le canon M61 était plus court, et débouchait donc plus en arrière, sous le ventre de l'appareil, comme on le voit sur cette photo. Les ailes des deux modèles étaient bien équipées pour emporter diverses charges. Sur l'A10, il y a 4 pylônes disponibles sous chaque aile, plus 3 sous le fuselage, pour un total de 7300 kg. Du côté du A9, chaque aile dispose de 5 pylônes permettant à peu près la même charge que la 10. Peu d'images d'archives sont disponibles sur le YA9A, parce que sa carrière n'aura pas dépassé 7 mois, y compris 2 mois de compétition avec la 10. Les deux prototypes furent brièvement utilisés par la NASA, après quoi leurs réacteurs furent récupérés pour être installés sur un C-8 Buffalo, dans le cadre d'études sur un avion court-courrier silencieux. Et cet avion existe toujours, il est sur l'aérodrome de Moffett à Mountain View en Californie. C'est pour cette raison qu'on ne voit pas l'étuyère sur l'appareil exposé à Riverside. La publicité de Northrop avait beau être dithyrambique au sujet de son avion, l'US Air Force a trouvé mieux avec la 10. Ayant effectué son premier vol le 10 mai 1972 et gagné la partie dès le mois de décembre suivant, le Phacocher a fêté ses 50 ans en 2022. Quant à l'avion qui vole en crabe, le seul endroit pour le voir aujourd'hui est à Riverside. Des A-10 volent toujours, mais on peut en voir dans plein de musées américains. En Europe, on peut voir des A-10 en Angleterre, à l'Imperial War Museum à Duxford et au Bayswater Cold War Museum. Celui que vous avez pu voir dans cette vidéo se trouve au Pima Air and Space Museum à Tucson, en Arizona. Ouvrons maintenant un autre dossier, celui de l'escadrille des abonnés, car c'est le moment de vous abonner, d'activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos, de laisser des commentaires, par exemple si vous avez des informations complémentaires, et de regarder toutes les autres vidéos de la chaîne.